RTCI. Le débrief de RTCI. Comme on l'a déjà annoncé, nous allons donc discuter de la situation environnementale dans la région de Hammamet, qui a récemment fait l'objet d'une visite du président de la République, Kais Saïed. Et comme vous l'avez certainement constaté, la majeure partie du littoral de Hammamet, de 20 km, est menacée d'abord d'érosion et de pollution également, et ce pour des raisons donc naturelles et du fait de l'action humaine. Nous aborderons donc les défis environnementaux auxquels est confrontée la région et les initiatives mises en place pour y faire face. Et pour en parler davantage, nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone Dr Selm Sehli, président de l'association d'éducation relative à l'environnement de Hammamet. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Oui, bonjour Siziez Marfabik, et merci de vous occuper du territoire de Hammamet et des doléances des citoyens. Merci à RTCI et bienvenue à nos auditeurs. Je vous remercie Monsieur Serli. Si vous pouvez tout d'abord nous décrire la situation actuelle de la pollution marine et de l'érosion des plages de Hammamet, comment cela affecte l'écosystème de la région? Oui, alors, en préambule, sans risque de me tromper, je peux vous dire que la situation est urgente et elle est, selon même les spécialistes, catastrophique. Nous assistons, parfois sans broncher, à la mort de la plage de Hammamet, à la mort du symbole, de l'emblème de la carte postale de la ville. La plage d'Hammamet souffre d'érosion, et ce n'est pas nouveau. Nous avons tiré les sonnettes d'alarme depuis le début des années 90. Moi, je me rappelle que l'association a organisé un séminaire en 1991, le 13 et le 14 juillet, je me rappelle très bien, un séminaire qui s'intitulait Espace, tourisme et environnement. Et à ce moment-là, on parlait de risque d'érosion, on parlait d'infraction à la législation du domaine public maritime, et on parlait de surtourisme et de l'impact de l'urbanisation quasiment incontrôlée, quasiment anarchique. Vous savez qu'à Hammamet, il n'y a pas de plan d'aménagement urbain. Il date de 1977 et n'a jamais été actualisé, jamais été révisé. Donc, la ville s'est complètement métamorphosée. Elle est méconnaissable à quelqu'un qui est venu en 1980 ou même 1990. Il ne reconnaît plus cette ville tellement l'urbanisation a été généralisée et brutale. Il y a eu 3 explosions. Moi, je me plais toujours à dire qu'il y a eu trois explosions qui ont accompagné le boom touristique. Il y a l'explosion touristique, avec sa conséquence urbaine, les gens sont venus, il faut bien qu'ils s'installent, qu'ils construisent, etc., avec les commodités, et bien sûr, l'explosion démographique. En 1956, Hammamet comptait 9000 habitants. Aujourd'hui, en 2020, 90 000, 89 773. C'est la plus peuplée du gouvernorat de Nabeul. Vous avez évoqué plusieurs causes, donc principalement la question de l'urbanisation. Il y a également, je suppose, une exploitation excessive des ressources naturelles du côté de Hammamet, Dr Sehli. Ah oui, il y a une pression énorme sur un espace en fait exigu. Hammamet, elle est adossée au Jbel, le Jbel Hammamet, qu'on appelle Jbel Fawara, et elle est bercée par la mer à l'est. Elle n'est pas extensible à l'infini. Elle ne peut s'étendre que du côté de Nebel, et là maintenant elle ne peut plus s'étendre parce qu'il y a on appelle ça une conurbation. Hammamet-Nebel, tout a été densifié, et du côté de Boufeïcha, avec le projet Yasmine Hammamet, pareil, il y a une explosion urbaine et des constructions anarchiques, un habitat spontané, qui fait que en face, de l'autre côté du grand parcours numéro 1, de la GP1, vous avez de l'habitat anarchique bas de gamme qui fait face à une station
au standing avec des 5 étoiles, etc. C'est vous dire l'anarchie de l'étalement urbain dans cette ville en l'absence de plan d'aménagement urbain. Et les pressions font que le littoral, la plage d'Hammamet, longue, comme vous l'avez dit, d'une vingtaine de kilomètres, elle est quasiment devenue une marée urbaine. Il y a une succession d'hôtels, de résidences, tel un chapelet urbain, avec très peu de fenêtres vertes. Les rares fenêtres, ce sont les oueds. D'ailleurs, même les citoyens qui ont envie de jouir de leur plage, de leur domaine public. Là, j'insiste sur le volet domaine public. Donc, c'est un domaine public. Personne ne peut se l'approprier. Doivent passer par les cours d'eau ou par les oueds, ou bien se disputer avec des promoteurs ou des résidents qui se sont appropriés la plage. Et là, c'est le rôle de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. L'APAL. L'APAL, qui a été créée en 1995, et qui, à mon avis, je ne leur jette pas la pierre. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile de s'occuper d'un espace fragile, vulnérable et soumis à de fortes pressions, et qui joue un rôle économique important dans toute la région, parce que le tourisme est essentiellement un tourisme balnéaire, mais elle a un peu laissé faire et elle octroie de façon généreuse les autorisations d'occupation du domaine public maritime, et parfois avec beaucoup de complaisance, ce qui fait que les infractions se comptent par dizaines. Et nous les avons répertoriées, nous les avons inventoriées. Nous travaillons, on collabore beaucoup avec la PAL parce que je vois sur le terrain qu'il manque de moyens humains, qu'il manque de moyens matériels, mais il y a eu pendant des années et des années un laisser-aller qui a conduit à la situation que nous voyons aujourd'hui. Il y a la question de l'érosion aussi, docteur Sehli. Une étude, selon une étude scientifique récente, les plages de Hammamet ont connu un recul spectaculaire de 1,3 à 5,6 mètres par an entre 1952 et 2018. C'est un autre défi, mis à part la question de la pollution. Ah oui, la question de l'érosion, et là j'ouvre une petite parenthèse, la question de l'érosion est aussi vieille, c'est une vieille question à laquelle nous avons contre laquelle nous avons alerté les autorités. L'étude à laquelle vous faites allusion, c'est une excellente étude, d'ailleurs, qui conclut que le facteur anthropique, l'activité humaine, pour parler simplement, que nos auditeurs nous comprennent, l'activité humaine est la principale cause de l'érosion des plages d'Hammamet. Donc il ne faut pas exagérer le facteur naturel, c'est-à-dire le facteur réchauffement, dérèglement climatique. Il existe, ça n'est pas une vision de l'esprit, mais il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Donc il ne faut pas inventer un faux ennemi pour esquiver l'ennemi véritable. L'ennemi véritable, c'est cette pression anthropique, ce sont ces gens qui sont venus, c'est le tourisme qui s'est implanté, c'est qui a détruit les dunes bordières, qui ont construit les pieds dans l'eau, et puis c'est l'étalement urbain. D'où viennent les sédiments d'une plage? Ils viennent essentiellement des cours d'eau et des fleuves. À Hammamet, les cours d'eau ont quasiment disparu. On a bétonné les oueds, on a construit dans le lit des oueds. Comment voulez-vous que les sédiments charriés par les oueds arrivent à destination, c'est-à-dire terminus, la plage? C'est pour ça qu'il y a un déficit sédimentaire important de l'immense majorité des plages au niveau du Gabon. Donc, en ce qui concerne la plage, ce que vous avez dit, donc le recul du trait de côte,
La plage a reculé et j'en suis témoin, l'association est témoin, nous ne sommes pas des spécialistes de la géomorphologie des littoraux, mais nous avons une connaissance intime parce que nous sommes sur le terrain. Votre région. Nous observons sur le terrain. Et nous travaillons avec beaucoup de scientifiques, avec l'université, avec les chercheurs, avec l'Institut national des sciences et technologies de la mer, etc. La plage a reculé de plus de 10 mètres en 2 ans. Plus de 10 mètres, il y a un rythme de recul de 5 mètres par an. Et les experts, la plupart des experts, ne sont guère optimistes quant à l'évolution ultérieure de notre plage. Près de 2 hectares, plus 2 hectares et demi de sable ont été, des phagocytés ont été avalés, ont été submergés par la mer entre 2012 et 2019. Et nous avons un repère. Le siège ou le local du club nautique de Hammamet était un repère, il était situé, je peux vous dire, à une trentaine de mètres du trait de côte. Il a été englouti en 2020. Les canalisations des eaux usées sont à découvert depuis plusieurs mois. Certaines canalisations ont été dégradées, détruites, et l'eau, là vous nous avez parlé tout à l'heure de pollution. Oui. L'eau usée, l'eau sale, l'eau de l'ONAS, les excréments, pour parler de façon crue, sont déversés directement sur la plage et dans la mer. Pire encore, le mur d'enceinte, qu'on appelle l'Aqsima, la mer menace à présent le mur d'enceinte. Et j'irai encore, c'est pas pour dresser un tableau catastrophique, mais c'est pour presser ceux qui ont en charge la protection du littoral à bouger, parce que c'est trop, on est lassé de leur atermoiement, de leurs hésitations, de leur parfois indifférence, inaction. Moi j'ai peur parce que ce qui se passe à la surface de la mer se passe aussi en souterrain, que l'eau salée pénètre dans la vieille ville. Ça s'est passé à Mahdia, où des terrains se sont affaissés. Alors moi j'ai peur qu'un site historique vieux de 1000 ans soit dégradé si on ne fait absolument rien. Le président de la République, il a qualifié la situation de crime. Je suppose que vous êtes d'accord pour donc ce terme. Il y a des mesures qui peuvent être prises pour remédier à cette situation. Docteur Sehli, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles mesures devraient être mises en place? Alors, au niveau des mesures, nous, on aurait préféré que les structures, les agences, les structures de l'État aient bougé bien avant. Parce que cela nous aurait permis de trouver des solutions qu'on appelle des solutions douces. Plusieurs experts recommandent l'aménagement de ganivelles. Les ganivelles, ce sont ces structures en bois des brisements que l'on installe sur la plage en forme de carré qui fixent les dunes. Si on associe une végétalisation grâce à la flore endémique, par exemple le smar, le zonk ou le charbabou, cela fixe et stabilise la plage. Cette solution a été essayée avec beaucoup de succès sur des plages à Bizerte, à Khourba, à Mahdia. L'avantage, c'est une solution douce, naturelle, efficace et peu coûteuse. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a plus de dunes où on peut fixer la dune a disparu parce que les gens ont construit sur le domaine public maritime. Alors que vous savez, normalement, il faut s'éloigner du domaine public maritime. D'ailleurs, le code d'aménagement du territoire, le CATU, code d'aménagement du territoire urbain, exige un retrait de 25 mètres dans les villes comme Hammamet qui disposent d'un plan d'aménagement urbain
approuvé, Moussa Dakhali. Le nôtre a été approuvé en 1977, donc il y a 47 ans. Non, les promoteurs veulent construire les pieds dans l'eau et puis se retrouvent avec les bungalows, les chambres, les piscines complètement détruites parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre des lois naturelles. Ça c'est clair et c'est net. Il va falloir se souvenir de ça. Il y a un philosophe, Bacon, philosophe anglais, britannique, qui dit « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». La nature n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de la nature. Donc voilà pour la solution douce qui j'ai peur qu'elle soit dépassée pour ce qui est de la plage du centre-ville. Mais il y a d'autres plages le long du littoral d'Hammamet où on peut, à titre préventif, pour ne pas vivre le même scénario de la plage du centre-ville, ce qu'on appelle nous la plage Yasmina, où on peut installer ce genre de structure de ganivelles pour les stabiliser. Alors maintenant, que faire? Maintenant, il va falloir sortir l'artillerie lourde. Et c'est le propos de l'étude qui est en train de se faire, qui est assez avancée. D'ailleurs, il est prévu qu'au mois d'avril, le bureau d'études, c'est une étude financée par la coopération tuniso-allemande, c'est un bailleur de fonds allemand, le KfW, qui finance cette étude. On va nous présenter un premier scénario, une étude technique, mais je pense que là, nous allons vers la construction d'ouvrages, soit de brise-lames, soit d'épis, soit d'enrochements, dans la mer, pour casser la force des vagues, la houle, et protéger la plage d'Hammamet contre l'érosion. Si cela sauve la plage, pourquoi pas? Nous, à l'association, je dis toujours qu'on n'est pas les intégristes de l'environnement. Il faut composer. L'être humain est intelligent. Il faut trouver le juste équilibre, savoir où placer le curseur pour que, justement, on associe activité économique, protection de l'environnement, etc. Je pense qu'il va falloir insister, et là on le fera puisque nous sommes au comité local de suivi, le réseau associatif d'Hammamet qui compte une vingtaine d'associations, qui est présent dans ce cadre de concertation, dans cette structure de concertation, pour que des études d'impact fines et poussées soient faites pour que l'on sache, parce que ces structures qu'on va aménager auront un impact en aval, en amont, sur d'autres plages. Ce qui se passe à Yasmin Hammamet impacte le centre-ville. Ce qui se passe à Ben Khiar impacte aussi les plages de Dar Chaben et le plage de Mahmoura et aussi la plage Hammamet. C'est une plage, ça n'est pas quelque chose de rigide, d'immuable. Une plage, ça vit, il y a une dynamique côtière, une dynamique littorale, donc il faut faire attention à tout ce que tous les aménagements entrepris et la loi oblige à faire une étude d'impact qui prévoit les impacts en aval, en amont et puis à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. À long terme. On a pris la région de Hammamet comme exemple, mais ça touche vraiment plusieurs régions du pays. Je parle de Sfax, de Gabès, d'autres régions qui sont menacées, qui sont confrontées aux mêmes défis. Pour finir, docteur Sehli, comme le nom de votre association l'indique, vous êtes une association d'éducation relative à l'environnement de Hammamet. Vous avez récemment organisé un sit-in de protestation pour réclamer des solutions urgentes et durables pour la situation environnementale à Hammamet. Quelle place pour la société civile dans ce combat, docteur Sehli, les habitants, les associations, les organismes professionnels, les syndicats et tout? Il faut y avoir une mobilisation de la part des habitants de Hammamet pour renverser la tendance, n'est-ce pas? Ah oui, nous
nous ne sommes pas pessimistes. Nous composons avec la réalité. Nous poussons, nous essayons d'exercer exercer activement notre citoyenneté. C'est pour ça qu'on a créé un réseau associatif local fort, une vingtaine de 26 associations. Nous travaillons ensemble et ça nous enrichit. Ce sont des foyers d'intelligence où on partage, où on se rencontre et puis on essaye d'influer sur le processus de décision politique. D'ailleurs, nous avons obtenu des résultats positifs. Par exemple, au niveau de la plage Sidi Bou Ali, une autorisation d'occupation de cette plage publique en face du lycée Mohamed Boudina de Hammamet. La PAL a octroyé une autorisation. Nous sommes dit il n'est pas question d'octroyer d'autorisation privative parce que c'est une des rares plages publiques qui reste à Hammamet et le citoyen ou le visiteur à Hammamet et le touriste aussi a le droit de jouir de ce domaine public. Et là, j'invite aussi la PAL à faire la même chose, à s'occuper de la plage de l'hôtel Tanit où on a des locaux qui s'appellent Goa Beach, Latino Del Mar, Biblos Beach, des clubs, etc. Oui. La PAL, on dirait qu'elle est décidée à continuer sa marche sur les plages d'Hammamet. Pas d'occupation. Si on veut protéger le littoral, il faut stabiliser maintenant la fréquentation de ces plages compte tenu de capacité de charge. La plage ne peut pas supporter toute cette pression. Il y a, je vais me faire quelques adversaires. Il y a une autre possibilité en Espagne, en France, etc. Si on veut sauver ce qu'on peut sauver de la plage d'Hammamet, on peut aller c'est préconisé par des spécialistes, la destruction ou la démolition de certaines structures touristiques anciennes qui ne sont pas adaptées à la durabilité de l'écosystème. Pourquoi pas, en détruisant un mur d'enceinte ou quelques bungalows, si on récupère quelques hectares de plage pour les générations futures. C'est ce qu'on appelle développement durable. C'est ça la gestion intégrée des zones côtières. Or, au niveau de la PAL, au niveau d'autres structures, la gestion intégrée des zones côtières est restée un slogan dont on se gargarise. Nous ferons pression, nous travaillerons avec beaucoup de responsabilité pour qu'on puisse trouver ensemble, dans un climat, dans une atmosphère calme, sereine, constructive, des solutions à ce genre de problème. Je suis convaincu que la visite du président de la République le 6 avril va changer la donne, pousser les structures de l'État à agir, et c'est pour nous un réconfort et un stimulant dans l'action que nous menons tous les jours à Hammamet. Très bien, docteur Selm Sehli, je rappelle, vous êtes le président de l'association d'éducation relative à l'environnement de Hammamet. Merci à vous et bonne fête de l'Aïd et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup et Aïd Mabrouk. Aïd Mabrouk, merci beaucoup, docteur Selm Sehli. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute, le débrief de RTCI se poursuit.